Du coup, merci d'être présent, notamment sur ce créneau. Je vois qu'il n'y a plus beaucoup de monde sur le salon. Et merci pour tous les courageux qui ont souhaité rester pour échanger, notamment sur ce passionnant thème. Donc cette conférence, on va la structurer en deux parties. Alors, je sais qu'il y a certains qui ont des trains, on va essayer d'être efficace et aller directement à l'essentiel. Donc on va la structurer en deux parties. On a la chance d'avoir le IBA avec nous, Gabriela Papa, qui viendra introduire finalement la conférence et surtout présenter le thème en tout cas avec un prisme européen, et après on aura plutôt une table ronde où on échangera notamment sur les enjeux de la filière et sur les enjeux et les opportunités de la filière, à la fois sur le plan technique, économique et également réglementaire. Donc je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, même si la plupart me connaissent déjà. Donc Thibaut Fotso, je suis délégué Power to Methane à la T2E, du coup. Et la T2E, c'est une association technique, notamment, qui traite à la fois les questions d'efficacité énergétique et les questions d'énergie renouvelable. Donc, je suis délégué du Club Power to Gas. Donc, le Club Power to Gas réunit une quarantaine d'acteurs, des développeurs de technologie, il y a certains qui sont présents, des gestionnaires de réseau, également des collectivités et des bureaux d'études. Donc voilà, et des centres de recherche, parce qu'on a également le CEA qui fait partie du club. Et notre but, en fait, c'est de fédérer l'ensemble des acteurs pour faire immerger en fait la filière. Donc là, je pense que je vais passer rapidement sur ces diapositives parce que je pense que la plupart des acteurs qui sont là connaissent le principe. Donc lorsqu'on parle de Power to Methane, le principe c'est d'utiliser l'électricité produite à partir d'électrolyse, notamment en utilisant de l'électricité d'origine renouvelable, de coupler cette électricité avec du CO2 biogénique qui peut provenir globalement des autres process de production de gaz vert, qui peut venir de la méthanisation, de la pyrogasification, de la gasification hydrothermale. Et après, on reviendra plus en détail sur les synergies entre ces différentes filières. Et en couplant les deux, via une réaction de méthanation, on obtient un méthane de synthèse qui peut être injecté dans les réseaux et adresser les différents usages finalement du réseau de gaz que vous avez à l'écran. Donc il y a deux technologies de méthanation, donc une méthanation biologique, donc le principe c'est des micro-organismes qui viendront provoquer la réaction de méthanation entre l'hydrogène et le CO2 pour produire finalement le méthane de synthèse. Cette technologie se fait plutôt à basse température, elle est plutôt adaptée pour des projets de petite et moyenne échelle. Et on a une deuxième technologie où là, ce sont plutôt des catalyseurs chimiques qui vont venir provoquer la réaction. Cette technologie est plutôt adaptée pour des projets de grande échelle, donc, et qui se fait à plus haute température. Donc ces deux technologies, on aura le temps de rentrer un peu plus en détail sur ces technologies et de présenter notamment les projets qui sont soit en service, soit en cours de développement avec ces deux technologies, avec les acteurs qui sont présents sur ces deux technologies. Donc, il me paraissait quand même assez important de revenir sur les principaux, globalement, intérêts de la filière. Donc là, c'est une synthèse, en fait, de la réponse qui a été faite par le club à la PPE 3, donc en fin d'année, à la concertation lancée par le gouvernement. L'un des principaux drivers, en fait, qui justifie l'intérêt de cette filière dans la transition énergétique que nous avons identifiée, c'est notamment cette capacité à produire les volumes nécessaires pour décarboner les secteurs qui sont aujourd'hui difficiles à électrifier. Et donc on a l'industrie, mais on a surtout un secteur qui fait notamment partie de nos principaux market drivers, c'est le secteur maritime. Et le secteur maritime, pourquoi ? Parce que c'est un secteur qui a besoin de carburant à forte densité énergétique. Et le méthane, en tout cas le vecteur méthane, répond très bien à cette problématique-là, dans le sens où on a une meilleure densité énergétique que les solutions alternatives, notamment l'ammoniac ou le méthanol. Et le deuxième élément qui est assez important, c'est que sur ce secteur-là, on a une tendance de fond qui est plutôt positive. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, l'année dernière, on a commandé toute la filière confondue dans le secteur maritime, on commandé 264 bateaux au GNL. Donc 67% du marché. Et la dynamique, normalement, dans les années à venir, devrait se confirmer. Donc ça fait de gros volumes, en tout cas, de GNL à venir. Des volumes qui, avec la réglementation sur le maritime, devraient progressivement se décarboner.
et générant en fait des volumes importants de gaz renouvelable à produire et à injecter sur le marché. Et le e-méthane, de façon complémentaire aux autres filières, notamment de production de biométhane, viendra en tout cas apporter ce volume avec une capacité notamment à produire des très grands volumes de e-méthane. Le deuxième élément qu'on souhaitait également mettre en avant là-dessus, c'est sa capacité à proposer en tout cas au réseau électrique un outil de flexibilité. Donc il y a deux éléments que j'ai mis sur la diapositive qui me paraissent intéressants. Il y a déjà l'avis d'expert qui a été rendu par l'ADEME en mars 2024. Dans cet avis d'expert, l'ADEME conclut en disant que le vecteur méthane paraît en tout cas être la solution la plus pertinente pour le stockage intersaisonnier. Et pour décarboner du coup le gaz qui sera utilisé pour le stockage intersaisonnier dans un système énergétique bas carbone, le e-méthane viendra apporter les volumes nécessaires pour décarboner en tout cas ce secteur-là. Il y a un deuxième groupe de travail qui est en lien avec ce qui va être lancé au sein du club, qui a été lancé par la Creux, qui va démarrer là en février, notamment sur la gestion des déséquilibres extrêmes entre l'offre et la demande dans un système énergétique bas carbone. Je pense que ça nous semble également un sujet intéressant et je pense que c'est une position que défendra le club et tous les acteurs en disant on a une solution qui peut permettre finalement d'adresser ce sujet-là. Et deux autres éléments qui sont aussi importants, c'est sa capacité à venir booster la production, notamment sur les unités de méthanisation. On reviendra en détail sur cet aspect-là. Et le dernier élément, c'est de soutenir la filière hydrogène. Soutenir la filière hydrogène, parce que le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que la filière hydrogène, elle fait face à un certain nombre de défis, notamment la capacité à avoir des off-takers et le fait d'utiliser l'hydrogène pour produire du méthane et de l'injecter dans le réseau permet d'adresser un nombre important, en tout cas, d'usages et de faire face, en tout cas, à cette problématique-là, du coup. Donc là, je vous ai posé un peu le cadre de façon rapide. Je pense que je vais ainsi passer la parole à Gabriela Papa qui nous donnera un overview, en tout cas, de la filière au niveau européen. Bonjour, my name is Gabriela Papa, and these slides are, how can I? Yeah, I will speak in English. J'apprends le français. My French is not yet very good, so I just move this with the which button? Right button. This one. Okay. Okay, my presentation indeed will be focused on methanation and the multiple technological pathway actually to see the contribution of e-methane in the overall energy mix today and in the future. I'm a project officer at EBA. EBA is an association. We have 300 members and we cover the whole value chain, the whole biogas and biomethane value chain. 300 members, mainly companies, 51 national associations across 37 countries. And the main activities are, of course, advocacy. We support members with in-depth policy updates and policy analysis, not only at European level, but also at national level. We do market intelligence. Every year we publish the statistical report, investment outlook, and we also do a lot on fostering collaboration across extensive network. And we have also working groups around 6 topics. At EBA, we are working on different Horizon projects, around 10 Horizon projects, and the Biometaverse is indeed one of them, and I will tell you in a bit. First, I will show you the results of this inventory, this map that was published last December. I will introduce to the Biometaverse project that aims at diversify
the technology basis of biomethane production in Europe, and so we are exploring different configuration, different pathways for methanation configuration. So I will tell you what is first why methanation, because indeed before I go to the number, I prefer to let you understand why methanation is so important. As you know, methanation, as was well explained, you can see here on the right. Methanation enabled the conversion simply of electricity into methane, and using CO2 and hydrogen. And so the main steps are indeed here on the right. First, you need to have the hydrogen, and then you have the recovery of CO2, and the methanation itself is the last step. But the main thing is that one of the biggest advantage of this technology is in this iconographic. Methanation allows this strong connection and the complementarity between electricity grid and so electricity and the power grid. So methane is a seasonal storage option, and that's why it's very important to push the sector and have this complementarity between hydrogen and biomethane. So let's go to the numbers. Yeah, there are different indeed pathways and configurations, so it's a really hot topic, and we found that indeed many projects around Europe are working on that, and we conduct a study, and we decided to have a task force within our working group, Innovation and Technology, and with the group of experts we ran a research around the state of play the state of play of e-methane production. And the mapping is available online, and we did a great work with also the partner that you can see here, JRDF and many other expert technology provider, project developers, and we made good outreach to understand what are the volumes and what is the future growth. And we decide also to categorize, because we want to understand what is fully renewable, not fully renewable. As you can see, the source of CO2 and electricity make the difference. So either is biogenic CO2 or not. We wanted to characterize, make this inventory. So we focus on plants at demo level, but at demonstration level, but also at industrial level, and those that are actually in operation. And we cover the time between 2015 and 2027. Then inventory is available online. Also for members, the mapping, the detailed mapping is indeed on the EBANET. So in total, we identified 55 plants, 35 are operational, also 20 are in pipeline under development. Out of 55, 44 are classified as a fully renewable. 11 projects are partially renewable, but the interesting thing is that the fully renewable plants represent 98% of the total production capacity. We have 6 projects that are renewable, that use renewable electricity, and in combination with CO2, fossil CO2, and also other 5 projects that are using biogenic CO2, but not non-renewable electricity. Then we have here the nice evolution. So we see the increased number of plants from 2015 till now. We have 5-fold actually. This increase a lot, and actually even steeper for the production capacity.
A lot of plants are coming up. 10 European countries are, have a running or expected plant by 2027. The growth is led by France, Finland, and Germany. And the biggest capacity, the biggest production capacity at the moment are in Finland, Germany, and Denmark. Then we also categorize plant size because it's also important to understand what are the capacity below 10 gigawatt per hour per year is, they represent the majority. Indeed, many are on the research and development phase, but that the TRL level at the moment indeed is around 7. About actually 30% of the projects have between 10 and 300 gigawatt hour. The tendency, we see the tendency, so the biological methanation are usually smaller than catalytic plants. Indeed, the catalytic plants are more likely to be bigger. And very interesting is the source of CO2 because more than half of the plant, as you can see, use biogenic CO2 from anaerobic digestion. More than 80% actually, if you count 53, and so 53 comes from anaerobic digestion, and 9% is from gasification. 24% are biogenic, but they are not anaerobic, not from anaerobic digestion or gasification, so from pulp and paper industry or bioethanol or other bio-waste, energy, power to waste, waste to power. Then we also, yes, I want to tell you more about Biometaverse. Is a project that is implementing the different pathways and to boost this biomethane production, and indeed is the goal of this project that will last till 2027. We have in total 54 months, and we are halfway. 9 countries are involved, 22 participants, 9 private companies, 7 technological centers, 3 universities, and also 3 associations. The case studies are 5, so it's pretty intense to follow up with all. But in general, to reach this goal, these plants that are located, as you can see in the map, in France, in Italy, in Greece, in Ukraine, and in Sweden, they are testing and proving the feasibility of the different pathways, and including the thermochemical catalytic methanation, biochemical methanation, electrochemical methanation, and biological methanation. So let's see. Here is the simple scheme. Those are the in situ, ex situ electromethanogenesis, as I said, ex situ biological methanation, ex situ syngas biological methanation, and so far, I want to highlight here that the feedstock is always waste-based feedstock. So, for example, in Greece, they are using livestock waste. Sewage sludge is used by CAP in Italy. Then we have a chicken manure from the plant located in Ukraine. Agricultural residues are in France. Agro-industrial residues also, yes, in France. And so you can see that the demo leader are ENGIE for the plant in France. Then CERT is leading the one in Greece, CAP, and RICE, the research center that is developing the in situ biology, ex situ syngas, the methanation, the biological methanation of syngas. And in situ is the one in Ukraine.
Indeed, if we go in detail, here is a simplified flow chart. I'm not going into detail, but the idea is that the technology, the in situ, ex situ electromethanogenesis that is under development in France will reach at the end of the project around TRL 6-7. The idea is that, yes, the electrodes are indeed inserted into the digest state. And so there is, the beauty is that there is no need of external hydrogen, but the protons are indeed generated for the CO2 reduction, are generated directly in situ. They are testing in this, indeed, two configurations. One is the one-chamber reactor to boost the biogas, and then the two-chamber to have more methane. And the electrical driven hydrogen production is indeed what they are developing. If you see down on the graph is the ex situ thermochemical methanation. They will reach 7 in Greece. Is a conversion. They are using simple catalytic methanation, but indeed the innovation is to integrate in their biogas Lagada biogas plant. So they are also developing the pathways in this sense. The ex situ biological methanation from Italy, as you can see, in Milano, near Milano, there is a big municipal, they are treating water, urban waste water. The treatment, the TRL will reach 7 at the end of the project, and there are 2 main units. So the feedstock pretreatment with the ozonolysis, to increase of course, the biogas production and the yield from the sludge, the sewage sludge. And then they have the hydrogen-assisted biological upgrading. So it's interesting because also those units are integrated. So first of all, the electrolyzer is producing oxygen for the ozone, but also the hydrogen is used for the upgrading. And also they are planning and they are testing the microalgae. So with the CO2 that is not converted, they are also produce the algae, the biomass. So it's also interesting because they have the co-digestion. Then the Syngas RISE is leading the demonstration in Sweden. The site is an existing 6 megawatt gasification plant, as is owned by Cortus, that is providing the syngas, and the biological methanation happen in a trickle bed reactor. And so there is also a nutrient solution that pass through in the reactor, and the nutrient solution is from the digestate or from municipal wastewater sludge dewatering. Then, in very interesting, the in situ methanation in Ukraine, they are using hydrogen directly into the liquid phase, and of course they are challenging because of the transfer, the hydrogen transfer, but they are using a gas circulating mixing system that is, so instead of the conventional stirrer, they are trying to make it works. The technology starts low, like around 4, and will reach at the end of the project 6, 7. They are working very well with the DBFZ Research Center in Germany. And then where we are, very quickly, what was done till now is a lot of experimental testing. Yes, and basically configuration, adjusting the parameters, and everything was submitted with the first report. They are indeed modeling, and there is
ongoing experimental campaign, but they are already in the phase of preparation and building up and make real data and install indeed the pilot. So where we are with this project, we will finish by end of 2026. And then finally, I want to highlight the main outcomes of this project would be contribute to the market uptake and also to the Set Plan Action 8, which has the very important goal of increasing performance, decrease the cost, reducing the greenhouse gas emissions. So basically maximize the CO2 to close the loop and this in the circular approach. And for the market penetration, we ran a survey and targeting different stakeholders from the different gas sectors, from the different end users. So we target heavy industry, we target transport, buildings, to understand what are the barriers and drivers to switch from methane to biomethane, e-methane, and we publish a report. It's available online with the market vision. So if you want to check it out, it's on the website. The drivers, as you can see, are on the top. They relates, of course, to decrease. We need to decrease the production cost. It's so have a competitive production cost compared to the natural gas. We need more volumes in the network, more clearness around legislation, GO, more guarantee of origin to the ETS system. And it is all about having public incentives could boost the uptake. And same rules that can be applicable across Europe is also important, and we touch all this topic in the report, and I'm happy to answer your question if you have any. Thank you. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vous propose de passer une question. J'ai une question aussi. I have a question about this bio metaverse project, that this consortium. So you will test many like you will have like many facilities, many demo. But what are the reactor technologies that you will test? Because you talk about CSTR reactors, and how did you select them? Did you perform some preliminary tests or studies before to choose them? Before submitting the proposal, actually they have already done already experimental testing in the lab scale, and this is the thing that the project is indeed to demonstrate at the pilot level. Okay, so in all the pilot levels, so you will use CSTR reactors. So this is the type of methanation reactor that you will Not test. in all. Is not in all. All technologies are explained in the implementation plan on the website, but they are using indeed a trickle bed reactor or simple anaerobic digestion in case of the in situ methanation. Yes, is a city, yeah. But no, not in all. Okay, thank you. D'autres questions? Merci Gabriela. Thank you very much. Je vous propose de passer à la table ronde du coup, et je demande aux acteurs de venir sur l'estrade.
Excellent. Je pense que vous partagez les micros. Donc, merci d'avoir accepté de participer à cette table ronde que nous avons intitulée le e-méthane, un gaz renouvelable complémentaire au biométhane. Donc avec moi pour animer, en tout cas pour participer à cette table ronde, donc j'ai Mathieu Villamy qui est le directeur marketing et vente chez Kimode. J'ai Stéphane Palmade, donc directeur technique chez Enosis du coup. Et j'ai Bidioncourt qui est le directeur Power to Gas, hydrogène chez Canadevia Innova. Et Sabrina Dupuis qui est déléguée à la stratégie chez GRDF du coup. Donc je vais commencer par la première question que j'adresserai directement à Sabrina, pour remettre un peu le sujet en perspective par rapport aux autres enjeux, notamment de décarbonation sur le réseau de gaz. Quelle place pour le e-méthane dans les différents scénarios de décarbonation à l'horizon 2030 et 2050 du coup? Super, merci. Bonjour à tous. Merci. Donc effectivement, peut-être avant de rentrer directement dans un focus spécifique au Power to Gas, vous donner quelques visions sur la capacité à la filière gaz de se décarboner. Et donc effectivement, le méthane de synthèse, notamment issu du Power to Gas, complétera en tout cas d'autres types de filières de production de gaz vert. Ce qu'il faut avoir en tête, sans rentrer dans le détail de tous les chiffres que vous voyez à l'écran, c'est que différents scénarios et visions prospectives ont été élaborés, que ce soit par l'ADEME ou par le cabinet d'études Negawatt, et également un exercice qui est réalisé par les opérateurs gaziers qui s'appelle les perspectives gaz, auxquels contribuent GRDF, Natran et Terega. Ce qu'il faut retenir en tout cas de ces différents chiffres, c'est que le secteur gazier et je dirais la filière gazière a la capacité à se décarboner grâce à différentes filières de production de gaz vert. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup la méthanisation qui était connu avec plus de 700 sites qui injectent dans les réseaux gaziers avec une capacité à fin 2024 raccordée de plus de 13 TWh. Néanmoins, on voit émerger des nouvelles filières de production de gaz vert. Donc on parlera, il y aura un focus un petit peu après détaillé. Donc le Power to Gas viendra effectivement contribuer à l'atteinte de ces objectifs. En termes de... Les couleurs sont étonnantes. Pour donner quelques visions sur les différentes filières, on a essayé de faire, je dirais, des explications un peu simples et puis parfois avec une affiliation culinaire. Vous voyez des cocottes minutes et des fours. L'idée, c'est d'expliquer assez simplement les différentes filières de production de gaz vert. Et effectivement, ce qui est important à avoir en tête, c'est que ces filières, elles vont être complémentaires. Et surtout, elles vont adresser des enjeux qui vont être différents. Donc aussi bien la méthanisation va effectivement assurer un sujet autour de la transition agricole, tout ce qui va être pyrogazéification, gazéification hydrothermale, elles vont adresser la filière déchets bois secs ou déchets liquides. Et donc effectivement, le Power to Méthane finalement viendra et à la fois utiliser, on en a parlé tout à l'heure, le CO2 biogénique issu de ces filières de production de gaz vert, et en même temps pouvoir renforcer la production de gaz en complémentarité de ce qui sera fait via ces autres filières. En quelques chiffres, le Power to Méthane, si on fait un focus sur cette filière, évidemment c'est une filière qui est en émergente comme l'est la pyrogazéification et la gazéification hydrothermale. Donc, ce sont des filières qui ont besoin de soutien, qui effectivement sont en émergence. Et donc l'idée effectivement, c'est de pouvoir les inclure progressivement. On a parlé de la PPE tout à l'heure, que ce soit des filières qui soient plus reconnues et plus mises en évidence que dans la continuité de ce qui est aujourd'hui fait sur la méthanisation. Et donc on a effectivement pour objectif, dans le cadre de la décarbonation du mix gazier, de réussir à faire émerger les premiers démonstrateurs, et je pense qu'on pourra en parler avec les porteurs de projets ici présents. Et donc on a effectivement des premiers démonstrateurs qui vont se mettre en service, on l'espère, dans l'année, dans l'objectif effectivement d'atteindre 2 TWh en 2030 et juste une capacité de 50 TWh en 2050.
Donc merci Sabrina pour cette remise en perspective par rapport aux objectifs moyens et long terme de la filière et surtout des autres filières. On a intitulé la table ronde, notamment sur le thème le e-méthane, un gaz complémentaire au biométhane. Est-ce que tu peux en quelques mots nous expliquer finalement comment le e-méthane peut venir booster les productions de biométhane et dans quel type de configuration ça peut se faire du coup? Alors effectivement, il y a finalement deux types de configurations qu'on peut envisager. Soit vous partez sur un site vraiment de construction neuve, soit vous avez aussi la capacité effectivement à partir d'un site de méthanisation comme on peut le voir à l'écran, finalement comme ça a été dit je pense déjà dans les différentes interventions qu'on a eues au début, de pouvoir récupérer le CO2 biogénique. Donc l'intérêt aussi c'est qu'avec finalement la même biomasse utilisée en intrant dans le site de méthanisation, et ça vous permet aussi de fabriquer plus de CH4 en sortie via le process qui a déjà été évoqué par Thibaut au tout début, donc avec un système effectivement de méthanation qui permet effectivement à la fin de pouvoir faire un méthane de synthèse qu'on vient ensuite injecter dans le réseau gazier, comme c'est aujourd'hui le cas avec la production de gaz vert issu de méthanisation qu'on injecte dans le réseau gazier. Et ça, c'est effectivement des choses qu'on sait faire techniquement et pour lesquelles on a aussi un rôle de pouvoir accompagner les porteurs de projets afin que l'injection et que le gaz effectivement injecté soit aux qualités de spécification des réseaux. Merci Sabrina, je pense que tu as évoqué tout à l'heure le fait qu'il y avait plusieurs démonstrateurs qui allaient être mis en service en France cette année. Donc il y a un qui est porté par Enosis du coup, le projet d'Enobio. Est-ce que tu peux le présenter et donner un peu plus d'éléments du coup? Oui, bien sûr. Merci beaucoup Thibaut. Donc Stéphane Palman, moi je suis directeur technique d'Enosis. Enosis, on développe des projets de valorisation de gaz et on fournit des unités de méthanation biologique. Donc on voit là une vue de ce démonstrateur qui est actuellement en mise en service, sur lequel on va traiter 20 normomètres cubeurs de CO2, 50 normomètres cubeurs de biogaz, puisque c'est un des intérêts de notre solution, c'est sa résilience aux impuretés contenues dans le biogaz, qui permet de traiter à la fois les off-gaz en sortie d'épuration, mais aussi directement le biogaz brut. Donc on a une production attendue de 1,6 gigawattheure, donc un mélange de e-méthane, donc RFNBO, et de biométhane, puisqu'encore une fois on va rentrer du biogaz brut. Un gaz qui va être injecté dans le réseau GRDF. Une configuration, une intégration un peu spéciale, puisque du fait de sa nature de démonstrateur et de son exploitation relativement courte, on n'a pas d'électrolyseur intégré sur site, mais on se fait livrer de l'hydrogène en camion. Et donc l'objectif pour nous, à travers ce démonstrateur, c'est d'atteindre une maturité commerciale. Donc voilà, c'est une étape importante pour Enosis, sur laquelle on a eu le soutien de plusieurs acteurs publics, donc que ce soit l'État avec France 2030 et l'ADEME, mais aussi la région Hauts-de-France et GRDF, puisque le démonstrateur est implanté dans les Hauts-de-France, dans l'Aisne exactement. Et on sera heureux de vous y accueillir dans les prochains mois. Donc voilà, juste je remets un petit schéma sur les deux intégrations possibles. Une première phase avec la valorisation du off-gaz et une deuxième phase avec la valorisation du biogaz directement. Oui. Merci Stéphane. Mathieu, vous avez également un démonstrateur qui va être mis en service avant la fin du premier trimestre. Du coup, est-ce que tu peux également rapidement y revenir et présenter ce que vous avez fait? Oui, tout à fait. Merci Thibaut. En effet, donc Kimot, c'est un développeur de technologies de méthanation catalytique. Donc aujourd'hui, on a une mise en service en effet d'un site de production de méthane via de la méthanation catalytique à côté de Tours. Donc on va utiliser du CO2 qui est issu des épurateurs des unités de méthanisation pour le convertir avec un ajout d'hydrogène venant d'électrolyseurs dans un méthane du coup directement injectable sur les réseaux. Aujourd'hui, cette unité-là, elle a été livrée récemment, elle est en cours de mise en service. Donc l'unité devrait rentrer en opération entre fin février et début mars.
Aujourd'hui, la capacité, on est sur 72 tonnes par an de méthane produit et du coup 200 tonnes par an de CO2 évité sur le site en question. Voilà, donc c'est ce qui montre qu'il y a des technologies qui sont prêtes pour traiter et booster les productions de gaz tout en réduisant l'empreinte carbone de cette industrie et de cette filière. Donc Bidiane, là on a vu qu'il y a deux démonstrateurs qui vont être mis en service en France cette année. Un projet industriel qu'on n'a pas présenté là qui va également être mis en service. Vous, Bidiane, vous avez plusieurs projets en service déjà en Europe, plusieurs projets en cours de développement. Et est-ce que tu peux revenir finalement sur l'ensemble de vos activités en Europe sur le power to méthane? Oui, bonjour à tous. Donc Bijan Kour de Canadevia Innova. Alors, on a 4 exemples de projets qui sont en opération. Donc, un projet qui a été réalisé il y a une dizaine d'années en Allemagne. Le projet Veltre, à l'époque, c'était pour le client Audi, donc celui en haut à gauche, qui était basé sur de la méthanation catalytique. Avec à l'origine du biogaz, mais qui en fait déjà été converti en CO2. Donc ce qu'on utilisait, c'était du CO2 et du H2. Et donc là, Canadevia a réalisé l'installation en clé en main, et cette installation continue à fonctionner aujourd'hui. En dessous de ça, une réalisation qui a été mise en service en 2022 pour de la méthanation biologique à partir de biogaz. Donc là, le réacteur de méthanation convertit directement le biogaz, mélange de CO2 et de CH4, et avec un électrolyseur PEM. Et donc Canadevia, là aussi, a réalisé l'installation complète, y compris les électrolyseurs, pour l'injection dans le réseau. Et donc cette installation, en quelque sorte, prend 240 normomètres cubeurs de biogaz et injecte 240 normomètres cubeurs de e-méthane. En haut à droite, une installation qui a été construite en Autriche, à Gabersdorf. Méthanation catalytique, même principe, qui convertit directement le biogaz, donc le mélange. Donc d'un peu plus petite taille, puisque la production est de environ 20 normomètres cubeurs. Et à l'heure qu'il est, elle tourne, elle fonctionne. Et puis en dessous, une des installations qu'on a construites au Japon, puisque Canadevia a une société mère japonaise, qui, elle, avait pour objectif un peu différent de convertir du CO2 qui était capturé d'un incinérateur, et donc qui injecte 125 normomètres cubeurs dans le réseau. Et puis peut-être aussi pour ouvrir la voie sur d'autres pistes qui sont pas complètement liées au power to gas, mais pour expliquer que la techno peut être utilisée sur d'autres marchés. 2 démonstrateurs, l'un aussi encore une fois biologique, pour de la méthanation donc biologique, qui là l'objectif c'est de faire de la pyrogasification et de faire de la méthanation de syngas. Donc on va d'abord pré-traiter le syngas, puis venir faire de la méthanation. Et puis à droite, une installation qui va faire pareil, mais cette fois-ci avec de la méthanation catalytique en Suisse. Et donc là, l'objectif, ça va être en fait de faire de la méthanation de mélange de CO, CO2, H2, et en fait quelque part, quand on fait ce type d'installation, d'éviter si possible la brique de water gas shift pour faire de la méthanation directement en sortie de pyrogasification après épuration. Et puis on vient de signer hier en fait une installation en Allemagne pour un clé en main qui là est un peu plus gros, qui va incorporer 8 MW d'électrolyseur et notre standard PITIA. Alors là c'est un petit PITIA puisqu'il s'agit d'un PITIA 2000 qui va donc produire environ 4 MW thermal de gaz.
Et l'installation complète permet aussi de valoriser la chaleur d'exothermie qui viendrait de l'électrolyseur et de la méthanation afin de pouvoir la valoriser dans un réseau de district heating. Alors en plus de ça, cette installation en l'occurrence va aussi liquéfier le méthane, mais ça c'est une brique technologique, je dirais, qui pourrait aussi ne pas être utilisée si on voulait injecter le gaz directement dans le réseau. Voilà. Donc une dernière question pour vous trois. Je pense qu'on voit là qu'on a 2 démonstrations en France, un projet industriel, plusieurs projets industriels qui fonctionnent du coup en Europe, que vous avez développé à Canada via Innova, et d'autres acteurs également. Une dernière question plutôt tournée sur des aspects réglementaires et un peu économiques. Quel business model aujourd'hui, selon vous, pour faire décoller la filière, aussi bien en France qu'en Europe? Je commencerai peut-être par Mathieu, du coup. Oui, donc aujourd'hui, la filière, elle a des difficultés à se développer pour des questions de coûts, que ce soit d'achat de ces molécules de e-méthane qui n'ont pas de marché spécifique, d'une certaine manière, ou on peut le regarder d'une autre manière, c'est le coût de production de l'hydrogène, qui représente une part importante dans le coût de production du méthane de synthèse. Donc cet aspect-là, c'est quelque chose qui bloque un peu la filière pour trouver pour les développeurs de projets des bons ratios économiques. Et aujourd'hui, du coup, on a besoin pour la développer, pour continuer à avancer sur cette filière, en tout cas au départ, des soutiens ou des incitations réglementaires pour vraiment avoir un décollage de la filière. Voilà. Donc pour toi, Mathieu, soutien et incitation, du coup, pour faire décoller la filière. Et toi, Stéphane, quelle vision Oui, tout à fait. Effectivement, il y a un enjeu de modèle économique qui reste à éprouver, avec un cadre réglementaire qui est déjà prévu, en tout cas un cadre législatif, mais qui reste à appliquer avec les contrats d'expérimentation. C'est aussi pour nous, je pense, l'occasion de quelque part faire le pont avec les enjeux RFNBO du maritime que tu as mentionné tout à l'heure, qui aujourd'hui ne sont pas encore en place, mais qui, quand ils vont arriver, vont concerner des volumes tellement importants qu'il va falloir avoir des filières matures. Et autant aujourd'hui, il y a une transition plutôt des aides sur le biométhane vers le marché, autant sur une nouvelle filière comme le Power to Méthane, il y a besoin d'un cadre un peu plus soutenu par l'État. Et puis, on l'a vu aussi sur la présentation de l'EBA, il y a des marchés européens qui sont, on va dire, peut-être plus proactifs que la France. Et c'est aussi l'occasion, il y a quand même plusieurs développeurs de technologies français. Et voilà, on est là, Kimod aussi, mais il y en a d'autres. C'est aussi l'occasion, en nous donnant l'opportunité de faire des projets vraiment purement commerciaux sur le long terme, de derrière faire valoir un retour d'expérience sur ces marchés et donc de favoriser l'export. Donc il y a un vrai enjeu à aider l'émergence de la filière en France, je pense. Merci Stéphane. Je pense que tu as évoqué un peu le prisme européen. Du coup, Bidiane, quels sont selon toi les market drivers qui peuvent permettre à la filière finalement d'émerger aussi bien en France qu'en Europe, du coup? Oui, il y a des slides ou pas? Oui. Ok. Oui, alors juste pour revenir sur ce qui peut être important en fait et pourquoi le power to gas, mais ce qui a déjà été dit, mais pour peut-être le réexprimer différemment. D'abord, il y a ce qui va tirer la demande, ou on va dire ce qui va tirer et ce qui va pousser la demande. Alors, ce qui va pousser le marché, c'est d'abord le fait que quand on augmente la quantité d'énergie renouvelable dans le réseau, et c'est le cas aujourd'hui et on le voit et c'est très impressionnant puisque les énergies renouvelables en Europe ont doublé en 10 ans. Donc on peut se dire il suffit de rajouter de la capacité solaire et éolien et puis ça va continuer facilement. Et en fait, c'est pas vraiment le cas. Les 5 et 10 prochaines années vont être beaucoup plus compliquées parce que ce qui se passe, c'est que les énergies renouvelables, quand on en rajoute,
elles se cannibalisent elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on a un prix capturé pour les développeurs de projets qui va graduellement se détériorer à mesure que la quantité produite d'électrons par ces nouvelles installations qui vont se rajouter aux anciennes, eh bien elles ne vont pas rencontrer une demande. Et donc l'équilibre de marché fait que à chaque fois typiquement un panneau solaire va vendre son électron, en fait il va le vendre à un prix dérisoire et qui va se dégrader au fil des années. Et donc ça a commencé à être particulièrement frappant en 2024. Là, on voit ici ce qui s'appelle, et ça se mesure, hein, c'est des choses qui se mesurent, qui s'appelle le capture rate, donc c'est le price capture rate, et ça se voit dans toute l'Europe. Donc ça se voit particulièrement en 2024, puisqu'on voit qu'en tant que développeur de projet, on va capter des prix qui vont être de l'ordre de 50% de la moyenne du prix spot sur la journée. Donc ça, c'est un problème pour les développeurs, mais il y a aussi un autre problème, c'est pour l'opérateur du réseau électrique qui, lui, doit équilibrer en permanence l'offre et la demande, sans quoi on risque un blackout. Et pour faire ça, eh bien, il doit faire face à des problèmes de congestion sur le réseau, une volatilité croissante de la production et de la production. Et ça génère aussi une instabilité de la fréquence de 50 Hz qu'il faut arriver à stabiliser à chaque seconde. Et pour ça, donc, il faut, si on veut continuer à développer la croissance des énergies renouvelables, il faut développer des solutions, il faut un cocktail de solutions. Et ce cocktail de solutions, c'est développer la demande, la flexibilité de la demande, développer des solutions de stockage d'énergie, c'est renforcer le réseau électrique, certes, mais c'est aussi, et ça peut être justement le power to gas. Donc le power to gas, c'est une solution à un problème qui est inévitable si on veut continuer à développer les énergies renouvelables solaires et éoliennes en Europe. Alors ça, c'est ce qui était, je dirais, le push. Et pour le pull, c'est la partie réglementation. Donc le pull, c'est les réglementations que l'Europe a maintenant mis en place et qui vont être de plus en plus incitatives pour les acheteurs. Donc c'est évidemment le RFNBO et puis en particulier en ce qui concerne le e-méthane, en tout cas c'est notre conviction, c'est le Fuel EU maritime, donc cette nouvelle réglementation qui va forcer les navires à décarboner leur transport. Et pour ça, ils ont différentes solutions qui leur sont offertes, différents types de e-fuel, le e-méthane, le e-méthanol, le e-ammonia ou le LNG. Et notre analyse sur le sujet, c'est que le meilleur moyen de décarboner aujourd'hui, compte tenu de ce que cela nécessite en termes d'efforts, coûts, bénéfices, ça va d'abord être le GNL gris. Et une fois que une certaine quantité de la flotte d'un opérateur va être convertie au GNL, eh bien ils vont en fait incorporer du bio-méthane, du bio-LNG, puis du e-LNG. Et ils vont faire ça à travers du mass balancing, donc ils ne vont pas faire ça, il n'y aura pas forcément besoin de petites installations de GNL, mais ils vont aller chercher ça au terminal d'importation, et il y en a partout en Europe. Et donc c'est ce marché-là qui va tirer la demande, en particulier à partir de 2030, 2035 très fortement, mais ça va vraiment commencer en 2030 pour le e-méthane. Voilà. Et on voit déjà ça commencer à se développer puisque le mass balancing existe, c'est déjà mis en place depuis quelques mois maintenant. Ça se fait et on voit que l'industrie réagit à ça puisqu'il y a un investissement assez fort dans le e-méthane. Donc en tant que e-fuel,
le e-méthane, évidemment, a des caractéristiques qui lui sont vraiment à son avantage, puisque c'est un fuel multi-usage. Hein. C'est à la fois une manière de capter les électrons, les stocker, utiliser la plaque de gaz qui existe en Europe comme stockage de capacité très importante, saisonnier, et en même temps pouvoir utiliser ça comme un fuel pour le transport maritime. Évidemment, il va y avoir d'autres usages, en particulier la mobilité lourde, transport terrestre, mais là, on est encore face à des réglementations qui ne sont pas favorables, mais qui risquent très fortement de le devenir dès que la réglementation se sera alignée sur celle du maritime, c'est-à-dire une logique de cycle de vie complet entre la production et la consommation, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, hein, c'est le fameux tailpipe. Aujourd'hui, on ne mesure les émissions des automobiles que à la sortie et non pas sur un cycle de vie complet. Voilà, donc tous ces facteurs, ça c'est le pool, on va dire, donc ça va aussi tirer le marché. Et évidemment, les deux vont faire que petit à petit, les business cases vont s'améliorer sur le e-méthane. Je reviens en arrière, j'avais juste une conclusion à donner, mais je ne sais pas comment faire. Ouais. Donc en gros, il faut certes aider la filière parce que c'est une filière d'avenir, peut-être pas à très court terme, mais c'est une filière d'avenir à moyen et à long terme. Et c'est vrai que pour qu'on puisse franchir la troisième marche, il faut d'abord franchir la première marche. Et la première marche, ce sera des installations de quelques mégawatts qui fonctionnent, qui auront un business case qui ne sera pas extraordinaire, mais qui démontreront aux investisseurs que la filière est dérisquée. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Il y a évidemment des conditions qui vont faire que les business cases sont plus ou moins bons. Notre avis là-dessus, c'est qu'il faut avoir des installations qui soient extrêmement flexibles pour pouvoir capter l'énergie électrique, en fait utiliser l'énergie électrique quand elle est le moins chère possible. Et donc ces installations, ce sont des installations avant tout d'arbitrage. Elles vont arbitrer entre produire de l'électricité, consommer plus ou moins d'électricité, produire du méthane quand il est valorisé au mieux, produire de la chaleur. Il faut aussi pouvoir vendre cette chaleur. Donc ça va être des zones géographiques en Europe particulières, ou alors ça va être en colocalisation avec des utilisateurs de ces chaleurs. Et donc il faut pouvoir trouver les cas de figure où entre guillemets les planètes sont alignées pour qu'il y ait un business case favorable. Merci, voilà. Merci à vous quatre. Du coup, donc on a terminé cette table ronde. Est-ce qu'il y a des questions ? Si oui. Merci. Geneviève Geffray du CEA Grenoble. C'est une question par rapport à la présentation des projets et entre autres à monsieur, j'ai pas retenu le nom, excusez-moi, de Canadevia Innova. Vous disiez dans un de vos projets que vous faisiez de la méthanation de tout le biogaz, c'est-à-dire, j'imagine, sans séparation du CH4 et du CO2. Et j'aimerais savoir quel est, selon vous, l'intérêt de faire ça par rapport à mettre une séparation et quels sont les désavantages ? Ok, oui, c'est une bonne question. Donc en effet, on fait ça. Alors, l'avantage évident, c'est que du coup, on peut économiser un séparateur, hein, ça c'est sûr. Par contre, il y a un inconvénient, c'est que quand on fait ça, eh bien, on va pouvoir moins jouer sur justement l'arbitrage dont je parlais. Et je pense que donc c'est pas la meilleure configuration, ça va dépendre de la taille de l'installation, etc. Mais la meilleure configuration, c'est celle où finalement on peut, en tant que producteur, vendre de l'électricité quand l'électricité est chère, ou produire plus de e-méthane quand l'électricité n'est pas chère, donc ça ne vaut pas le coup de vendre l'électricité, autant l'utiliser pour faire de l'hydrogène et convertir un maximum de méthane. Donc il y a cet aspect-là qui fait que ça peut être intéressant quand même de garder, surtout si on l'a déjà, son upgrader et installer en plus
et après jouer avec le prix de l'électricité. Oui, et moi je voyais aussi, alors je ne sais pas si d'un point de vue, je dirais, process, en fait, vous mariez vraiment très fortement les deux, c'est-à-dire, imaginons, et ça peut arriver, hein, que l'électrolyseur ne marche pas, qu'est-ce que vous faites du biogaz dans ce cas-là? Enfin, je veux dire, si vous ne pouvez pas alimenter votre méthaneur en hydrogène, vous perdez tout le biogaz ou alors, enfin... Si on n'a pas de séparateur, oui, on est obligé d'arrêter tout. Ok, donc voilà. Enfin, donc il y a des études technico-économiques qui, en plus, moi, je pense au surdimensionnement du coût de votre méthaneur, parce que vous devez quand même surdimensionner en termes de, pour assurer un même débit Non, en fait, il n'y a pas de surdimensionnement parce que le CH4 c'est un inerte. Un inerte, d'accord. Donc il n'y a pas de problème. Il prend Ça, quand en même fait, ça de la change rien. place. Non, ça change Pas de rien. place. D'accord, Non. ok. Le réacteur votre, est de la même taille. D'accord, ok. Ouais. Et bon, d'accord, donc je voulais savoir s'il y avait un propos technico-économique ou des études qui avaient été faites qui permettaient de choisir ou pas. En fait, c'est vraiment, encore une fois, juste le business, la manière d'opérer qui va dicter les choses. Si on veut faire de l'arbitrage, il vaut mieux avoir du CHP aussi. Et du coup un upgrader. Ou pas d'upgrader, mais il vaut mieux. Enfin, il faut pouvoir continuer à vendre l'électricité. C'est plutôt bien de pouvoir faire ça. Ouais. D'accord. Je vais peut-être compléter la question, je veux dire, sur l'installation sur laquelle vous avez installé directement un méthaneur, là, du coup, pourquoi le client a fait ce choix-là? C'était en Suisse, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi ils ont fait ce choix-là? Ils n'ont pas de problème avec le coût de l'électricité ou... Alors, étonnamment, les deux projets qu'on a construits, c'est le cas. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'upgrader, il n'y a pas de CHP, il me semble, en Suisse, et il n'y en a certainement pas aussi en Autriche. Donc, ils ont fait ce choix-là parce qu'ils voulaient opérer comme ça. Voilà. Voilà, donc selon les cas de figure et surtout selon d'où l'on part, il va falloir, il faut voir quel est la meilleure rendement économique possible. Ça dépend de l'installation déjà existante en fait. Et aussi, ça dépend de ce que va négocier, c'est important, ça dépend de ce que va négocier le développeur en tant que PPA. Parce que s'il a un PPA qui lui assure une stabilité et un bon prix avec 8000 heures par an, il n'y a pas de raison qu'il fasse de l'arbitrage. Ça dépend de ce qu'il peut négocier aussi. Donc il y a aussi un aspect purement ingénierie financière ou d'achat d'électricité. D'autres questions? Oui. Bonjour, Armelle Bain du CEA. J'ai une question sur la taille des installations et les notions de centralisation ou décentralisation. En gros, est-ce qu'il y a un optimum, dans votre vision, du nombre d'unités de méthanisation pour une unité de méthanation? Est-ce que c'est 1 pour 1? Est-ce qu'il faut regrouper 2, 3, 4 petites unités de méthanisation pour un méthaneur? Est-ce qu'il faut centraliser la méthanation? Est-ce que vous avez réfléchi à ce genre de choses? Je vais faire une réponse de Normand, ça dépend de la taille des unités de méthanisation. Mais on voit déjà que, si on regarde un peu le marché de l'électrolyse, les fournisseurs montent en taille sur les entrées de gamme de l'électrolyse. Et on voit que on l'a dit, le coût de production de l'hydrogène est assez déterminant dans le coût de revient du méthane. Donc effectivement, il y a besoin d'aller chercher des 5 MW, 10 MW d'électrolyse. Et ça, ce n'est pas toutes les unités de méthanisation qui ont proposé un gisement de CO2 suffisant en face pour capter cet hydrogène-là. Donc selon les cas, effectivement, il va falloir regrouper le gisement de CO2 de plusieurs unités de méthanisation. Puis peut-être juste pour compléter, il faut du biogénique, il faut du CO2 biogénique. Donc le CO2 biogénique, soit c'est de la méthanisation, auquel cas, soit on fait du bundling en allant chercher du CO2 de différentes sources, et c'est d'ailleurs ce qui va être fait sur le projet que j'ai montré, qu'on vient de signer. Mais il y a d'autres sources de CO2 biogénique qui peuvent être, par exemple, du pulp and paper ou du waste to energy. Et là, on se retrouve avec des quantités de CO2 qui sont nettement plus importantes. Donc, en général, dans ces cas-là, on va faire de la
colocalisation, je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais on va installer la méthanation au même endroit. Et d'ailleurs, on va utiliser l'énergie d'exothermie de la méthanation pour faire la capture de CO2 à OPEX nul. Et donc là, on peut avoir des installations beaucoup plus importantes en termes de capacité. Oui, ma question était vraiment plutôt pour les petites unités de méthanisation. Parce qu'il y a du coup une notion ou une nécessité potentiellement de réseau local de CO2 pour centraliser. Je pense que ça peut avoir du sens, mais on voit quand même lorsqu'on analyse les coûts, finalement le coût de revient du mégawattheure de la molécule de e-méthane, l'essentiel c'est quand même lié au coût de l'hydrogène, donc au coût de l'électricité. C'est-à-dire qu'en augmentant la taille globalement des installations, on peut jouer un tout petit peu sur l'optimisation des CAPEX et des OPEX et des autres briques, mais on a quand même une grosse partie, au-delà de 50%, qui ne bougera pas, quoi, du coup. Et c'est ça le sujet. Et après, effectivement, le fait de regrouper les unités de méthanisation, je pense que c'est une piste à regarder, mais il faut aussi regarder la distance entre les différentes unités. Et voir si le territoire s'y prête ou pas. Mais on voit quand même que l'enjeu, en tout cas pour faire baisser le coût de revient de la molécule, c'est de trouver une solution pour l'hydrogène. Il y a d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier, à ceux qui sont restés jusqu'à la fin déjà, et remercier les panélistes. Donc merci beaucoup. C'est pas le créneau le plus simple, mais merci beaucoup.